Bonjour à tous et bienvenue au Loisir culturel Le Balado, une présentation du réseau des unités régionales de loisirs et sports du Québec. Mon nom est Frédéric Ross et j'animerai la discussion qui portera sur l'écosystème du loisir culturel. Avec moi aujourd'hui, nous avons Maryse Saint-Amand, directrice de la Chapelle des Culs-de-Beurre, Gabrielle Desbiens, directrice du Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Perron, coordonnateur de l'Association des cinémas parallèles du Québec, et Nathalie Dallaire, agente de développement en loisirs culturels de l'URLS Lanaudière. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de faire un portrait des différents acteurs qui évoluent au sein de l'écosystème du loisir culturel. J'ai une première question pour vous. Est-ce qu'il y a plusieurs composantes qui constituent l'écosystème du loisir culturel? Si oui, c'est quoi les principaux acteurs? C'est qui les principaux acteurs? Gabrielle? Bien, c'est sûr que je vais peut-être parler pour ma paroisse, mais je remarque qu'on est plusieurs organisations plus à caractère artistique ou culturel. Donc, c'est sûr que pour moi, donc il y a plusieurs composantes, mais je pense qu'il faut nommer notamment des professionnels qui sont souvent des artistes ou des travailleurs culturels qui vont offrir ces activités-là, qui vont être des gens qui vont amener les publics ou les participants à vivre ces expériences-là, donc les artistes, mais aussi les organisations qui offrent ces activités-là, qui sont culturelles, communautaires, des fois des municipalités. Donc, je lance avec ces deux propositions-là, mais je m'arrête là pour laisser la place à tout le monde. Super. Est-ce que Éric, peut-être, souhaite... Ben moi, comme composante, c'était immatériel. C'était l'idée d'avoir beaucoup de défis. OK. Il y a beaucoup de défis parce que les moyens sont extrêmement limités en culture. Ça exige des investissements personnels absolument colossaux. Et on le voit très bien quand vient le temps de parler de la relève dans des organismes et donc le recrutement, mais aussi de garder les gens à des postes. On l'a vu, entre autres, moi j'ai été longtemps sur le conseil d'administration de la SODEP, la Société de développement des périodiques culturels québécois, parce que j'étais rédacteur en chef donc de Cinébule. Et c'était constamment soulevé comme défi cette idée de relève, parce qu'on a peu de moyens, il y avait peu de subventions pour le fonctionnement comme tel, et c'était extrêmement difficile, et ça l'est encore. Donc, je pense que c'est une vraie composante, finalement, du loisir culturel, de la grande famille du loisir culturel, que ce défi, donc, de l'investissement. C'est un investissement colossal, et c'est pour ça, je pense on l'a vu, hein, même pendant la pandémie, les milieux culturels étaient le deuxième où est-ce que c'était le plus difficile de garder des gens, où ça tournait beaucoup, là, comme dans l'employabilité. Là. Donc, je dirais, un défi qui est omniprésent dans toutes les sphères, qui va venir jouer sur la totalité des acteurs. On parlait des participants puis des organismes. Donc, effectivement, d'amener cet aspect-là à l'intérieur même, il y a une certaine relation. Puis les défis, on les vit tous, mais à des degrés qui sont quand même différents. Nathalie, toi, si tu avais à cibler des acteurs qui font partie de l'écosystème? Moi, ce que je pense, c'est que le système du loisir culturel est très lié à la culture, au culturel, si on peut dire ça ainsi. Et comme disait Gabrielle, donc tous les gens qui gravitent autour, les gens, artistes qui vont offrir du loisir culturel, organismes qui vont offrir du loisir culturel. Mais moi, dans ma déformation professionnelle, je ne peux pas faire autrement que les composantes, regarder les organismes nationaux de loisirs culturels. À mon avis, ça part de ces organismes-là. D'ailleurs, Éric, t'en es un organisme de loisirs culturels. Donc, tu sais, moi, je pense qu'au départ, ces organismes-là, nationaux, sont importants. On part du ministère de la Culture, bien sûr, mais rattaché à ça, les organismes nationaux de loisirs culturels. Moi, je partirais, là, comme ça. Là, pour créer le portrait. Pour créer le portrait. Après ça, il y a plein d'intervenants autour. Maryse, de ton côté? Mais moi, de mon côté, j'ai le loisir culturel. Professionnellement, je suis pas vraiment là-dedans. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été invitée par Nathalie, parce que Nathalie et moi, on a souvent eu ces conversations-là, loisir culturel versus médiation culturelle. Mm-hmm. Donc moi, au musée, je suis dans la médiation culturelle. Donc au niveau des acteurs de notre écosystème, on a les organismes artistiques et culturels. Donc soit ça peut être un musée, un regroupement d'artistes, un centre d'artistes autogérés. Il y a aussi, ça prend vraiment
la médiation culturelle, son écosystème, ça prend une série d'acteurs qui s'entremêlent, dont l'expertise s'entrecoupe pour pouvoir fonctionner. Donc, ça nous prend, c'est ça, organismes artistiques culturels, groupes partenaires. Ça, des groupes partenaires, pour nous, ça va être des écoles, groupes communautaires, bibliothèques, une association quelconque. Ensuite, ça nous prend médiateurs, médiatrices. Donc, ça, c'est vraiment des gens spécialisés dans la médiation. Ça nous prend nécessairement des artistes, parce qu'il y a toujours l'aspect de partage de connaissances, de démarches, de processus de création, tout ça. Les collaborateurs des artistes, ça nous prend des participants. Ça, les participants, ça va être un groupe de la population. De plus en plus, la médiation culturelle, on tend un peu plus vers des groupes un peu plus marginalisés de culture. On pourra y revenir un peu plus tard. Mm-hmm. Et finalement, le public. Le public qui va pouvoir profiter du projet qui va avoir été développé. Donc, il faut rassembler tous ces acteurs-là pour pouvoir avoir un projet de médiation culturelle. On voit vraiment avec toutes vos réponses, en fait, l'ampleur de l'écosystème du loisir culturel. À quel point il est large et complexe. Est-ce qu'il y a des éléments dans les écosystèmes qui convergent? Cet acteur-là, il est partout. Cette composante-là, il est partout. Est-ce qu'il y a des choses qui convergent et est-ce qu'il y a des choses, justement, qui divergent par rapport à nos différents écosystèmes? Éric, je vais te lancer la balle parce que tu parlais tantôt... Le bénévole? Oui, si tu avais... Qui est partout? Parce que le bénévole en tant que tel, au niveau du loisir culturel, est-ce qu'il est spécifique au loisir culturel ou si c'est tout le temps les mêmes? Puis Non, il y a beaucoup de bénévoles dans le sport aussi. T'sais. Mais tantôt, je parlais du peu de moyens, mm-hmm. La limite des moyens qu'on a. Donc, ça prend des gens qui s'investissent bénévolement. T'sais. Nous, on a une 60aine de membres à l'Association des cinémas parallèles du Québec. Et à chaque année, on remet donc le prix bénévole de l'année de la CPQ. Et nos organisations, nos membres ne pourraient pas tenir sans l'apport de bénévoles. Donc, puis je pense que les gens s'investissent parce qu'ils aiment beaucoup ça aussi. Là. Même, tantôt, je disais qu'il y avait de la difficulté de relève, mais pas tant au niveau bénévole. T'sais, ça, ils sont toujours là, puis nous, on tient à le souligner, puis c'est toujours inscrit dans nos rapports annuels, puis c'est absolument essentiel. Puis de toute façon, c'est un fait connu, là. Au Québec, l'activité bénévole est extrêmement importante. Assurément, c'est même vital pour la grande majorité des organisations. Ouais. Gabrielle? Oui, bien, je ferais du pouce sur Éric. En fait, les bénévoles, on est souvent en loisirs culturels, dans le milieu culturel, on est des OBNL, puis ce sont des administrateurs et des administratrices qui sont la gouvernance, donc le bénévolat des conseils d'administration. Donc, en fait, nos organisations répondent de l'investissement de personnes bénévoles. Puis nos CA vont avoir de 3, 4 à 17, 21 personnes. Des fois, c'est que ce sont beaucoup de gens qui, en plus d'un emploi, en plus d'autres implications, s'investissent là, dans la réflexion, la vision stratégique, conserver les lignes directrices par rapport aux objectifs. Donc, je suis très d'accord dans cette idée que les bénévoles c'est un peu le cœur de ce que serait peut-être un portrait dans le loisir culturel. Puis, ça m'amène à amener peut-être un autre concept qu'on pourra élaborer éventuellement, là, c'est toute cette idée-là de la participation citoyenne. Puis là, on a parlé des publics, on a parlé des participants, on parle de bénévoles. Donc, c'est comment, dans le fond, le loisir culturel permet à des gens de se réaliser comme citoyens et de participer à leur vie communautaire, à leur vie citoyenne. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi. L'impact de l'écosystème sur notre propre société, est-ce qu'on est capable de la mesurer? Aussi. Est-ce qu'on est capable de la mesurer à moyen, court et long terme, ultimement? Nathalie, Maryse, est-ce que vous souhaitez ajouter sur ce volet-là? Bien, moi, c'est ça, j'avais identifié là, justement les citoyennes et les citoyens. Chaque projet est développé pour faciliter justement l'accessibilité culturelle pour ces gens-là. Donc, pour moi, c'est le point commun de tous les projets. Là. Ça nous prend des citoyennes et des citoyens, peu importe l'âge. Est-ce que vous considérez que c'est le centre, en fait, de notre fameux portrait qu'on essaie d'établir, le citoyen, puis par la suite vient s'intégrer toutes les autres grandes composantes, Nathalie? On pourrait l'appeler le pratiquant ou la pratiquante. Là. Okay. C'est sûr que si personne pratique le loisir culturel, il n'y en a pas. Là. Donc, citoyen, pratiquant, pratiquante. Ben, en fait, on peut essayer, puis vas-y, Eric, Pour donner un exemple très, très concret de l'implication citoyenne qui est absolument indispensable, c'est que nous, on fait pas de démarchage.
c'est pour ouvrir de nouveaux membres. T'sais. Il faut que ça vienne de la base. T'sais, il faut que ça vienne d'une certaine frustration, appelons-la une frustration positive, qu'il n'y a pas ce genre de cinéma-là sur grand écran dans notre coin de pays. Donc, parce qu'on a plusieurs membres qui sont des diffuseurs culturels, comme à l'Assomption, par exemple, au Théâtre Hector Charland, mais il y a plusieurs de nos membres qui sont de tout petits organismes, montés de toutes pièces par des citoyens et des citoyennes et qui vont emprunter une salle de diffusion multidisciplinaire ou même une maison de la culture, ou bon, il y a plusieurs lieux comme ça. Et ils s'organisent entre eux parce qu'ils ont cette volonté, ils ont cette frustration. Et nous, on veut que ça vienne de la base pour que ce soit pérenne. Parce que si tu tires sur une fleur, ça ne fonctionne pas. T'sais. Donc, c'est mieux de la laisser comme ça. Et là, ils viennent vers nous. Puis nous, on leur explique qu'est-ce qu'on peut leur offrir, comment on peut les accompagner. Et on est des facilitateurs. On veut leur faciliter la vie. On sait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, c'est absolument essentiel que le citoyen soit à la base de l'initiative. Je trouve ça intéressant parce que de mon côté à moi, il n'y en a pas de demande. Parce que les groupes sont tellement marginalisés de culture qu'ils ne savent pas qu'ils ont des besoins. Donc, c'est tellement... C'est relié à des facteurs sociaux, économiques, géographiques, l'éloignement. Donc, ces communautés-là qu'on va chercher par la médiation culturelle ne sont même pas au courant qui sont en carence ou en manque là, de culture. Donc, il faut vraiment, nous, travailler pour les identifier puis développer des projets en fonction de... Fait que je trouve ça intéressant de voir que du côté peut-être plus loisir, il y a des gens qui se manifestent comme ça. Il y a une conscience d'un manque. Nous, souvent, il y a du mimétisme. T'sais, ils entendent parler, ils ont un cousin, une cousine dans une autre région qui s'implique qui appartient à un ciné-club avec des citoyens. On pourrait faire la même chose. Puis il y a de ça aussi. Gabrielle? Bien, pour faire du pouce sur ce que Maryse disait, c'est super intéressant, la mince ligne entre le loisir culturel et la médiation culturelle. On est exactement dans ces considérations-là. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en ce moment, c'est difficile de tracer la ligne souvent. Puis, tu sais, ces publics qui sont exclus ou qui sont éloignés de la culture, moi, je pense que si on revient un peu à l'idée des composantes, puis on est beaucoup de représentants du milieu culturel, là, je tiens à dire qu'on a un biais, c'est pas négatif, mais c'est ce qu'on est finalement, des gens de la culture. Tout ce qui est organisation plus communautaire, puis là, je pense beaucoup au public des aînés parce que, bon, j'ai déjà travaillé avec celui-ci, FADOC, Fermières, AQDR, qui sont des regroupements citoyens de socialisation, de volonté de partager des expériences, des activités. Mais il y a aussi des activités de loisirs culturels. Est-ce que ça en fait des organismes de loisirs culturels? J'aurais pas tendance à leur donner ce titre-là, mais ils ont cet intérêt-là, ils font des activités. Donc, tout ce qui est la réalisation de soi, l'expérience, la relation avec des acteurs d'un autre secteur d'activité, puis tout ce qui est socialisation aussi, là, quand on parle de retombées puis d'impact de la médiation culturelle, c'est un peu dans ces eaux-là qu'on navigue. Fait que je trouve ça super intéressant. Avant qu'on rentre dans la discussion amateur et professionnelle, qui est une grosse discussion, puis je pense qu'on aurait vraiment beaucoup de choses à dire ensemble, puis j'ai vraiment hâte de la voir. La médiation culturelle, qui est ce processus qui met en relation les arts et la communauté, les publics, là, appelons-le comme on veut. Puis le loisir culturel, tu sais, il y a quelque chose... Le loisir culturel, c'est la pratique d'une activité pour le plaisir. La médiation, ça a des finalités de développement de l'individu, de l'expression culturelle, de l'expression... Tu sais, fait que... Renforcement du sentiment de cohérence. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est que comment le loisir culturel peut être quelque chose qui va avoir des retombées similaires, mais qui vise au départ la pratique d'une activité pour le plaisir. Tu sais, moi, je pense que c'est là où on trace cette ligne-là. Bref, je lance ça dans la mare de la discussion. Nathalie? Parce que moi, je veux rebondir parce que là, on est beaucoup dans la médiation, puis c'est vraiment drôle parce que le mandat qui nous est confié par le ministère, il nous exclut la médiation parce que le ministère dit que c'est avec les professionnels, ça. Donc, c'est pas nous. Puis ça, j'ai cette discussion-là. Puis là, je regarde Maryse parce qu'on l'a eu, mais j'en ai avec d'autres collègues des URLS aussi parce qu'ils font comme entrer la médiation avec le loisir culturel. Puis moi, je dis, avec la direction régionale du MCC, ça...
pour moi, là, il me dirait non, là, Nathalie, tu fais pas de la médiation, tu t'occupes de loisirs culturels. Vous comprenez? Mais nous, on a le droit d'en est... faire, là. On a le droit d'en faire, nous. Mais ultimement, si on allait gratter justement plus loin, est-ce que c'est parce qu'il y a une zone grise qui est naturelle et qui, à un moment donné, ils vont un peu de pair les deux ensemble, et le fait de les cloisonner limite un peu le champ d'action? Est-ce que c'est ça que j'entends? Bien honnêtement, là, moi, j'y vais avec nos mandats confiés et leur définition. Bon, le professionnalisme, la médiation, on nous dit le loisir culturel, vous faites du loisir culturel et vous ne touchez pas à ces deux autres secteurs-là. T'sais, c'est comme... En fait, moi, c'est une ligne de conduite, là, mais je sens qu'elle n'est pas acceptée par tous. C'est pas compris comme ça. Puis il y aurait peut-être un débat à faire avec le ministère aussi, là, à ce moment-là. En fait, je pense que justement, le but aussi aujourd'hui est d'ouvrir ces discussions-là. Le but du balado est justement de regarder qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, est-ce qu'on peut aller plus loin. Parce que je pense qu'au niveau du ministère, ils vont forcément être effectivement à l'écoute, mais j'ai l'impression qu'on débute un peu dans la sémantique aussi au niveau de qu'est-ce que la médiation, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que le loisir culturel, est-ce que le patrimoine vient jouer là-dedans? Donc, je pense qu'il y a tout cet aspect-là aussi. Gabrielle? En fait, dans mon souvenir de lecture des programmes, là, puis de la mesure du ministère, je pense qu'on peut arriver à la question amateur-professionnel, vu que tu en as un peu parlé, Nathalie. La médiation culturelle va faire... En fait, on fait la médiation de l'art. Hein? On va être un intermédiaire ou un interprète pour vulgariser, pour rendre accessible cet acte de communication qui est une œuvre ou un projet artistique, puis essayer de tisser, de tracer des lignes qui vont parler aux gens, puis que les gens reconnaissent quelque chose, s'approprient, dans le sens d'être en mesure de lire cette œuvre-là à partir de ce qu'ils disent, ce qu'ils sont, mais on part d'une œuvre, puis une œuvre, c'est faite par un artiste professionnel. Puis c'est important, on a une loi sur le statut de l'artiste professionnel qui protège ça, qui permet justement de dire, ben ma tante Francine qui fait de la peinture pour le plaisir le dimanche, elle pourrait pas avoir une subvention du Conseil des arts et lettres du Québec, qu'on va appeler CALC, dans la suite de la discussion, comparé à Cindy Dumais, qui est l'artiste de l'année du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a une pratique qui fait de la recherche, de la création. C'est comment qu'on dresse des limites pour protéger un statut qui reçoit ou pas. On est dans une société de subvention, on s'entend qu'à un moment donné, il faut comme tracer des lignes. Ça peut être problématique parce qu'il y a de l'argent qui va dans une direction puis il y a de l'argent qui ne va pas dans d'autres directions. Puis tu sais, je pense que le loisir culturel, ce qui distingue, encore une fois, c'est que ce n'est pas que quelqu'un qui pratique pour le plaisir devienne quelqu'un qui le fait de façon professionnelle, qui gagne sa vie avec, qui a étudié là-dedans, qui est reconnu par ses pairs ou qui a déjà eu des bourses. Donc, il y a cette distinction qui est là. Puis la médiation, mais c'est qu'on fait appel à des professionnels, mais pour toucher la population. Mais les objectifs, au final, c'est que les gens participent à la culture. Puis c'est ça moi, je pense, c'est l'objectif qui est confondant parce que pour moi, le loisir culturel va avoir des impacts aussi sur la société, sur la communauté. C'est qu'en fait, à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est un peu punk. D'ailleurs, on est un conseil régional avec le mandat du loisir culturel. On est le seul au Québec. Ben nous, on est en train de travailler pour parler de citoyenneté culturelle. Okay. Carrément. Là. Pour moi, j'ai une table de médiation culturelle depuis 10 ans. Puis là, j'ai une table en loisirs culturels. Mais pourquoi on ne se met pas ensemble et on ne parle pas justement de comment les gens, c'est quoi l'impact sur les gens, puis c'est quoi le résultat? C'est qu'on est des citoyens qui savons parler puis qui contribuent à la société, mais par le biais de la culture. Donc, si on essayait de résumer justement au niveau amateur et professionnel, au niveau de l'écosystème, est-ce que, de ce que j'entends, il semble avoir deux grands volets, mais qui s'influencent entre eux. Est-ce que c'est ça que j'entends? Oui, puis un professionnel peut donner des activités de loisirs culturels. Tu sais, les professionnels, ils vont être à l'emploi, puis ils vont transmettre leurs connaissances, puis faire participer les gens. Tu sais, j'ai eu à le réfléchir parce qu'on est un CRC, puis on devait parler de loisirs. Ça fait qu'il fallait aussi qu'on réponde à ça à nos membres, d'avoir un mandat qui n'était pas dans la nature des CRC au départ, mais j'aimerais entendre les autres, là, parce que peut-être que je me mets dans une petite boîte, mais... si on avait à vous lancer la question de l'écosystème amateur et professionnel, comment est-ce que vous voyez ça? Ben, Éric? Est-ce que nos amateurs pourraient être des professionnels? Vas-y, élabore. Moi, les gens qui sont à la tête des ciné-clubs qui sont membres chez nous, c'est des amateurs parce s'ils sont bénévoles, si on se fie là-dessus, là, amateurs, bénévoles, professionnels payés, là, ils sont amateurs, mais s'il y en a qui font ça depuis 20-25 ans,
qui connaissent leur communauté, qui savent comment programmer, qui savent comment animer une discussion, qui savent comment présenter un film, c'est des professionnels. Donc, toi, tu apportes la discussion de... Oui, je la déplace un peu, là. Est-ce que l'amateur existe et est-ce que le professionnel existe ou c'est pas un tout dans le fond qui des fois, parfois, ça peut être un tout. Qui est commun. On revient à cette question-là. Je veux juste m'assurer au niveau de l'écosystème entre les deux. Puis par la suite, on discutera sur la pertinence d'avoir les deux. Nathalie, de ton côté? Tout ce qui est dit là, c'est vrai et légitime. Là. J'approuve Éric puis ce qu'il dit, et puis Gabriel aussi, mais je vais peut-être prendre ce que Gabriel disait, qui est très intéressant. C'est probablement parce que c'est subventionné qu'il faut délimiter ces choses-là comme ça. On n'a pas les... Le loisir culturel va être subventionné de telle manière. Un artiste professionnel a le droit à telle subvention, effectivement, que le loisir n'aura pas accès. Fait que je pense si on fait des silos, on peut les appeler comme ça, c'est pour ça, là. C'est peut-être plus pour le financement. Mais parfois, il peut y avoir aussi une question le professionnel, il voit l'amateur comment et comment l'amateur voit le professionnel. Des fois, il faut ultimement, comment est-ce qu'ils se nourrissent aussi entre eux. Oui, entre eux, là, faut faire attention. Des fois, le professionnel aime pas ça. Il se dit professionnel, il veut pas être dans la partie amateur et vice-versa. Mais effectivement, là, un amateur peut devenir professionnel à un moment donné, de vivre de son art. Là, mais si on prend le critère de la subvention pour déterminer un professionnel, nos membres ciné-club sont subventionnés. Donc, il y a quand même une question de contexte aussi qui vient jouer à travers tout ça. On le comprend bien. Maryse, de ton côté, comment est-ce que tu le vis? Je trouve ça intéressant aussi, la discussion qu'on a, parce que la frontière est quand même, comment je dirais, elle n'est pas étanche, elle est poreuse, mais juste d'un bord. Dans le sens où un artiste professionnel peut faire du loisir culturel, mais quelqu'un qui est dans le loisir culturel, un amateur, peut pas entrer du côté de la médiation culturelle jamais. OK. Parce que ça prend justement des compétences, ça prend, tu sais, c'est pas... Donc, tu sais, tu veux donner des cours de dessin, t'es super bon en dessin, wow, vas-y, donne tes cours de dessin, puis partage tes compétences, tes connaissances, les gens vont faire des acquis, tout ça, on va être dans le bien-être, mais tu pourras pas, après ça, venir du côté de la médiation culturelle, puis là, aller travailler avec des publics, justement, plus marginalisés ou faire du transfert de... Parce qu'il y a toujours un transfert de compétences, de connaissances, des acquis qui sont faits aussi en médiation culturelle, mais il y a plus aussi. Plus. En effet, c'est vraiment un portrait qui se complexifie par la totalité de ses composantes. Pour toi, Gabriel, est-ce que c'est facile de naviguer dans ce grand écosystème? Est-ce que ton rôle même est clair comme intervenante? Mon rôle, moi, je suis une fille de développement régional. Fait que si on veut parler de loisirs culturels, mon rôle comme directrice, c'est d'asseoir les partenaires puis les parties prenantes qui peuvent contribuer, qui peuvent soutenir, qui peuvent reconnaître, qui peuvent compter, c'est mettre en relation. Tu sais, on parle d'un écosystème, c'est comment on met en relation des parties prenantes. Ça fait que c'est ça notre rôle. Puis on fait plein de choses pour le faire, là, mais il y a beaucoup d'acteurs, effectivement. Dans un portrait, on a compté plus de 200 organisations. Moi, à une époque, je parlais de 600 organismes parce que quand tu vas chercher chaque cercle d'infirmières, chaque groupe FADOC qui devient, finalement, c'est des groupes souvent de paroisses. Il y a combien de paroisses dans un arrondissement? Il y a combien de paroisses dans une ville? Fait qu'à un moment donné, oui. Puis comment tu t'adresses à tout ce monde-là? Tu sais, moi, c'est sûr, je représente le secteur culturel. Fait que comment je fais pour trouver ces gens-là? Comment je fais pour adresser mon discours puis aller les mobiliser, les chercher pour les rallier? Fait que, tu sais, en étant un organisme pivot, le défi, c'est toujours la mobilisation puis la concertation de l'ensemble des parties du terrain. Fait que, puis, tu sais, le défi des bénévoles, le défi de la reconnaissance, le défi de la relève. Fait que, tu sais, mais nous, ce qu'on aime beaucoup, puis notre force à culture, puis je suis convaincue que ça fait partie de vos valeurs aussi, chers collègues, la collaboration. Tu sais, nous, on réussit parce qu'on sait bien s'accompagner,
parce qu'on est capable d'aller chercher des têtes de réseau qui vont diffuser, on est capable d'aller chercher la personne à la MRC qui concerte tous les agents locaux municipaux qui, eux, connaissent finement leurs gens qui sont sur le terrain, qui sont sur leur territoire. C'est que, tu sais, je pense qu'on est dans une perspective de collaboration, de coopétition aussi dans, tu sais, nos territoires. On a beaucoup d'organisations, nos écosystèmes sont denses, sont tissés serrés. Des fois, on est à une plume près de faire presque la même chose, mais c'est comment on est capable de s'asseoir ensemble, puis même si on se partage peu de public, puis qu'on a ces défis-là, on est capable quand même de collaborer au-delà de nos perspectives personnelles, puis de mettre en commun nos ressources, nos forces, pour, au final, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plus de culture accessible à plus de citoyens pour en faire des citoyens qui participent et qui s'expriment à travers une pratique qui est celle de la culture. Un objectif qui est commun, en fait, à travers qui vous anime. Tantôt, on parlait de frustration positive, mais on peut parler de motivation aussi à travailler ensemble. Je pense que la pertinence des réseaux, justement, vient de exactement ça, d'être capable de regrouper des personnes ensemble. Toi, Éric, au niveau de ton écosystème, est-ce que, puis là, théoriquement, tu as une certaine expérience aussi à travers tout ça? Est-ce que tu considères que dans le temps, elle s'est complexifiée? Est-ce qu'elle s'est facilitée? Comment est-ce que tu vois ça? Ben, il y a toujours eu un problème d'accès aux films parce qu'on nous positionnait pas trop. On venait après les salles commerciales, on avait le film avant la sortie en DVD, il y avait une certaine fenêtre, tu sais. Mais là, les fenêtres se sont rétrécies, le DVD n'est plus là, les sorties sur les plateformes sont plus rapides, en VOD, etc. Donc, il y a ce défi-là. Dans notre écosystème de la diffusion du film en salle, d'avoir accès aux copies. Mais sinon, comment on se voit? Ben, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on est des facilitateurs. Et nous, on livre une organisation un peu clé en main. Les gens localement font leur grosse partie du travail. C'est eux qui connaissent leur communauté, leur public, ce qu'ils ont envie de présenter, etc., etc. Puis nous, on leur apporte le soutien d'un point de vue national, tu sais, avec les accompagnements que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est assez clé en main. C'est pour ça qu'on est recommandé finalement d'un ciné-club à un autre. Tu sais, puis même quand des gens, je sais pas moi, appellent le ministère, ils disent ben, allez voir l'association des cinémas parallèles. Tu sais, ils vont vous organiser ça. Tu sais. Puis on fait en sorte que ça soit pas très cher, justement, pour que ce soit accessible même aux toutes petites communautés. Et toi, ton rôle là-dedans, est-ce que tu vois qu'il a évolué? Est-ce que tu vois dans ton propre écosystème, est-ce que tu navigues facilement à l'intérieur de ça? Ben moi, je navigue assez facilement parce que quand j'ai terminé mes études en cinéma, moi, j'étais observateur du milieu cinématographique. J'ai pas voulu aller en création. Donc, moi, j'ai pris vraiment l'axe journalistique et donc j'étais observateur. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé à la CPQ. Donc, je connais le milieu depuis très longtemps. Je suis à Montréal depuis 2-3 décennies. Donc, non, je pense avoir acquis une bonne connaissance du terrain et pouvoir amener des idées de développement. J'ai beaucoup de motivation. Et là, la question qui tue, est-ce que c'est dû à ton expérience que c'est facile de naviguer? Une personne arrive dans ton milieu, est-ce que c'est quelque chose c'est difficile d'entrer là-dedans, de naviguer qui fait quoi, ou si c'est quand même Non, je dirais non. Je dirais que ça pourrait être assez simple parce que l'association, le Réseau Plus, ont une très bonne réputation auprès des distributeurs, très bonne réputation quant à leur rôle auprès de la SODEC, auprès de Téléfilm Canada. Les membres reconnaissent l'importance de leur association. Pour les 40 ans de l'association, en 2019, j'ai fait le tour du Québec et pour enregistrer des témoignages de cinéphiles, on a fait des capsules avec 3 cinéphiles par chaque membre participant pour qu'ils nous disent à quel point ils aimaient leur activité cinématographique. Et à la fin, le punch, c'était toujours le responsable ou la responsable qui disait tout cela grâce à la CPQ. Tu sais. Okay. Donc, finalement, tu sais, ça venait, puis on encourageait nos membres à diffuser leurs capsules sur leur grand écran, puis on mettait ça sur Facebook. Puis comme ça déjà, ces capsules-là faisaient toute une série qui montrait que vous n'êtes pas seul. Il y a tout le Québec, on forme un grand réseau, on forme un écosystème et en même temps, ça disait, l'association a son rôle à jouer et les cinéphiles disaient, nous, on aime notre activité cinématographique. Donc, je pense que la réputation est là
Et je pense que c'est quelque chose qui est... Le développement public est un vrai défi, Gabriel, tu as parfaitement raison. Et j'en profite pour dire que Jonquière et Chicoutimi font de très gros efforts. J'ai souvenir à Jonquière, entre autres, d'une salle quand même pleine pour Antigone. Oui. Avant Antigone, avant la pandémie. Et à Chicoutimi récemment pour Encore, où est-ce qu'il y avait eu plein de gens qui allaient voir ce film sur la danse, puis ensuite, je pense, aller rencontrer un chorégraphe. Donc, voilà. Mais le vrai défi est là, mais je pense que la réputation de la CPQ est assez bien établie. Donc, une façon quand même assez, je dirais facile avec des grandes guillemets, là, parce qu'il y a des défis et des difficultés dans tous les milieux, mais quand même assez facile de naviguer. Toi, Nathalie, de ton côté, est-ce que tu sens cette facilité-là? Est-ce qu'il y a des acteurs que... Comment est-ce que tu le vois dans ton day-to-day? Comment est-ce que tu navigues là-dedans? Ben, moi, je reviens, tu sais, le rôle, oui, de facilitateur, le réseautage, la concertation, d'aller chercher les collaborateurs. Moi, je me dis tout le temps qu'il faut aller chercher les bonnes personnes, mais il faut aussi que tu orientes nous, parce que nous parlons de membres chez nous, nos clientèles, aux bonnes personnes. Puis là, j'entends toutes sortes de choses. Éric dit clés en main. Oui, on veut offrir des clés en main, mais on va être aussi capable d'offrir autres choses pour ceux qui veulent pas de clés en main. C'est d'être en mesure d'offrir ça. Puis, moi, je dirais que pour moi, c'est quand même assez difficile parce qu'il faut penser qu'on est, nous, en loisir. Moi, je suis en loisir culturel, mais dans le loisir, là, sportif, activité physique, plein air, etc. Le loisir, c'est un grand milieu. Donc, faire sa place, le loisir culturel à travers tout ce grand milieu-là, puis c'est vrai, là. Donc, faire sa place et savoir le portrait. Parce que c'est intéressant aussi de ne pas dupliquer ce qui se passe déjà sur le territoire. C'est ça, tout à fait. Puis, mais s'inspirer aussi des collègues des autres régions. C'est pour ça que c'est si important aussi, le réseautage, mais le réseautage à travers nos collègues aussi des autres régions. Donc, c'est pas si... Personnellement, je trouve pas ça si facile. Oui, puis c'est tout dépendant des milieux aussi. J'ai quand même Éric, il parle qu'il a beaucoup d'expérience. Moi aussi, j'ai beaucoup d'expérience, mais il ne faut pas oublier que là, le loisir culturel nous a été donné aux URLS seulement depuis 2019. Là, on nous dit, vous allez être c'est vous les mandataires pour s'occuper du loisir culturel dans vos régions. Mais avant, c'était pas clair, c'était pas... Avant, il n'y avait pas de mandataire, Il n'y avait pas de mandataire. C'est la nouvelle politique culturelle du Québec qui a... Donc, je pense aussi que pour le ministère même, c'était comme une nouveauté, le loisir culturel, t'sais. Donc, c'est pour ça que, probablement que je trouve ça difficile, c'est d'avoir pris un mandat qui est tout d'un coup à nous, mais qui n'était pas clarifié, mais c'est pour ça qu'on fait les balados, les 8 épisodes aussi. Absolument, puis ça va se clarifier, j'imagine, dans le temps aussi. Éric, mais Nathalie, par clé en main, tu as bien compris que je parlais pas de menotter. Non, je parlais pas de... On menotte pas les membres. Ils sont libres de choisir les films qu'ils veulent présenter. C'est sur le service, c'est sur le... Oui, ils veulent de plus en plus de clés en main, mais parfois, ça s'adresse pas, c'est pas possible pour certaines clientèles. Non, c'est ça. Maryse, toi, de ton côté? En fait, je trouve ça intéressant. Éric dit que toi, tu es facilitateur. Vous autres, vous êtes des facilitateurs. Moi, je me vois comme une médiatrice. Je fais de la médiation. Puis ça, c'est très difficile aussi, là. L'idée, c'est de démocratiser le fait culturel. C'est de faire sortir les arts de leur cube blanc aseptisé, de les amener dans la population, d'amener la population. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment... J'ai un artiste, j'ai un groupe de la population, il y a un programme de subvention qui sort, j'associe tout ça, je mets tous ces gens-là ensemble. Moi, je crée quelque chose, puis c'est pas clé en main, c'est vraiment toujours adapté au contexte, adapté au... On peut dire réactif. C'est adapté, je pense. En médiation culturelle, le mot qu'il faut retenir, c'est l'adaptation. C'est ça, c'est l'adaptation. Puis, tu sais, première chose que j'ai fait quand je suis arrivée à la direction de l'organisme, j'ai rencontré les organismes communautaires, j'ai fait un portrait, c'est quoi la population que je desserre, j'ai rencontré la travailleuse de rue, la maison des jeunes, j'étais allée voir la directrice de l'école secondaire. Tu sais, c'est qui ma population, c'est quoi les enjeux? Puis là, j'ai lu des études, OK, défavorisation matérielle, sociale, plus, on est sur le territoire de la MRC,
la Berthierville, c'est la 2e municipalité la plus dévitalisée. Donc, tu sais, fait que là, moi, j'ai fait un portrait de ma population, la population que je desserre en tant qu'organisme culturel, puis je développe en fonction des artistes, des projets, des groupes, des enjeux culturels, sociaux, économiques. Puis on est... Une autre chose aussi qui me vient en tête, c'est le défi de sensibiliser le côté politique. Les élus. Moi, je travaille beaucoup, tu sais, c'est tellement petit, puis les élus, les conseillers municipaux, les élus, c'est dans mon secteur, faut toujours que je reparte la cassette parce que la culture et les arts, c'est du maudit pelletage de nuages. C'est sûr qu'eux autres, ils préfèrent investir dans réparer des nids de poules puis des choses plus concrètes que... Mais tu sais, là, bon, là, fait que là, je pars ma cassette. Un outil de renforcement, tu sais, vecteur économique, levier de cohésion sociale, de dévitalisation, revitalisation. Là, je pars sur tourisme, cassette, attraction, rétention. Ben c'est ça, mais c'est toujours à refaire, puis c'est extrêmement difficile. Nous, notre organisme a été fondé en 1978, et cette année, en 2022, c'est la première année que la ville dans laquelle on siège, nous donne de l'argent. Donc, depuis 1978, c'est la première année que la ville nous donne de l'argent pour financer nos activités. Depuis 1978? Oui, on part de très loin. Oui, c'est ça. Et étant donné qu'on est justement dans les défis, puis là, je comprends qu'on peut tout identifier le manque de financement, mais si on revient au niveau de l'écosystème en tant que tel, est-ce que, selon toi, il y aurait un joueur qui aurait une pertinence soit à créer, soit à prendre plus de place? Y a-t-il des acteurs, selon toi, qui manquent présentement? Des acteurs qui manquent. Nous, ben dans ma région à moi, là, qui est ma région que je connais, qui est le sud de la Naudière, dans le fond, la MRC de Dautrey, je dirais, on manque surtout d'expertise. C'est ça, c'est l'expertise... À quel niveau l'expertise? Ben, tu sais, moi, disons, au niveau de muséal, c'est ça, le recrutement, c'est, tu sais, quelqu'un archivistique ou muséo, c'est vide, là, c'est un désert. Là. Puis, tu sais, Montréal, ben, c'est ça, je disais tantôt, cet été, ma coordonnatrice, elle habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça lui prenait 1 heure sans venir chez nous. Puis, fait que, tu sais, j'avais négocié un petit, OK, t'es physiquement 2 jours semaine, 3 jours à distance parce que t'es trop loin. Mais, fait que ça, au niveau de l'expertise, dans mon coin aussi, je trouve ça intéressant, Gabriel, chez vous, parce que puis j'ai eu beaucoup d'artistes de Chicoutimi puis du Saguenay qui sont venus faire des résidences Isiraou. En tout cas, j'ai des gens... Fait que, tu sais, je connais quand même assez bien. Puis dans mon coin de pays, on n'a pas de table de concertation, on a tendance beaucoup à travailler en silo parce qu'il n'y a pas... Mais pourtant, on a une MRC qui a une entente de développement culturel qui devrait avoir justement ce mandat-là de rassembler tout le monde. Mais c'est plus... tout est là, c'est juste que tout tourne un peu carré. Ça a besoin d'être huilé, on va dire. Je comprends. Puis il manque des joueurs pour venir un peu... jouer à travers tout ça. Quelqu'un qui, comme on parlait, qui centralise pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, que ça soit peut-être plus organique aussi. Qui a une vision panoramique, puis qui est capable de... Parce que, tu sais, nous, puis moi, je veux dire, j'essaie, puis tu sais, je prends beaucoup les artistes, la population, tout ça, mais c'est sûr que je suis dans mon monde, là, puis je travaille sur mes affaires, puis je développe mes programmes, puis à un moment donné, moi, ce que les autres, ils font, là, j'ai juste... pas le temps de faire du réseautage puis d'aller, tu sais, à un moment donné, je suis limitée aussi dans ce que je peux faire, ne serait-ce que à un moment donné, c'est pas 100 heures semaine, c'est comme ça fait, là, tu sais. Ben, merci d'être au balado, c'est très apprécié d'avoir pris le temps. Et si je vous posais la question, à vous aussi, est-ce qu'il y a des joueurs qui manquent? Est-ce qu'il y a des manques par rapport à nos écosystèmes, selon vous? Ben, moi, je dirais qu'il y a une décision qui manque. Une décision? Oui. Quelle est-elle? Celle de rééquilibrer un peu les argents entre la production du cinéma et la diffusion du cinéma. OK. Il y a beaucoup d'argent pour produire les films au Québec, les longs-métrages, mais il n'y en a pas assez dans la diffusion. Donc, je pense Est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait venir aider par rapport à ça? C'est le ministère, c'est la SODEC, c'est vraiment des décisions qui doivent être prises. Je pense que, tu sais, ils travaillent beaucoup sur cette idée d'augmenter les audiences, etc., etc. Mais les gens qui sont sur le terrain, là, ils ont beau d'avoir beaucoup de volonté puis être bénévoles pour la plupart, là, ils ont besoin de ressources puis ils ont besoin de moyens, tu sais.
Puis, entre autres, pour travailler sur des plans de développement public, puis des choses comme ça. Donc, ça prend des ressources supplémentaires. Gabrielle, tantôt tu mentionnais que ton rôle était justement de venir assurer cette concertation du milieu, consultation du milieu. Est-ce que tu trouves qu'il y a des manques par rapport à ton milieu au niveau de ton écosystème? Je pense pas qu'il manque d'acteurs. Je pense qu'il manque de connexion. Tu sais, j'entends... tu sais, on en voit là, des équipes qui sont composées d'une seule personne. Mais je crois aussi que en ce moment, là, tout le monde fait plus que 110%. Puis c'est pas parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est juste parce qu'il y a tellement de choses à faire. Puis je pense que, tu sais, de plus en plus, le poids du développement régional, mais dans tous ses aspects, est porté par les MRC, puis les villes aussi, peut-être les plus grandes, là. Fait que ça, c'est des équipes qui déjà en font beaucoup, là, tu sais, les plans d'aménagement, le développement économique, là, la loi 69 sur le patrimoine, les ententes de développement culturel. Fait que il y a tant à faire. Ça, c'est ma phrase, là, mais je pense que personne... je peux pas la revendiquer. Fait que comment on s'assure que chacun a la capacité de jouer son rôle? Puis, tu sais, une mise en relation, ça nécessite d'asseoir des gens ensemble, tu sais, de trouver le temps, de stimuler, de mobiliser. Ça fait que il y a beaucoup de ressources, mais comment on les connecte, puis comment on s'assure de se reconnaître les unes, les uns, les autres. Je pense que ça, c'est... Pour être complémentaire. Oui, bien, pour vivre ou pour mettre en œuvre cette complémentarité-là qui nous permet d'agir, puis qui nous permet d'avoir des résultats qui vont impacter nos organisations, nos partenaires, mais les gens aussi, tu sais, c'est... Ouf, je veux pas être... Je veux pas avoir l'air démotivée, mais je pense que c'est important de nommer que pour réussir à le faire, il faut qu'on se mette en relation puis qu'on travaille ensemble les uns les autres, surtout. Assurément. L'autre défi aussi, c'est le changement de personnel. Des fois, une relation vient peut-être être brisée en deux organisations parce que, oups, il y a un changement de personnel, c'est un peu moins fluide. On réapprend à se connaître. Nathalie, toi, de ton côté? Je ferais du pouce sur ce que Gabrielle dit, c'est connexion, volonté, mais le temps. C'est ça, on n'arrête pas de se faire... j'aurais aimé ça, tu sais, j'aurais aimé ça assister à votre rencontre, j'avais pas le temps. Puis je pense qu'on ne sait pas. Tu sais, des fois, on se fait dire « vous faites ça, vous autres, dans Loisirs et Sport. Probablement, là, je vous regarde toutes, puis vous... Oui, je savais pas, tu sais. Donc, notre rôle, puis, tu sais, se parler, c'est peut-être banal ce que je dis, là, mais se parler, parce que parfois, là, on fait les mêmes affaires, on est sur le bord de faire les mêmes affaires, puis on s'en est pas parlé, là. Donc, je suis d'accord quand on dit qu'on manque pas. Non, on manque pas d'acteurs. Il y a beaucoup même d'acteurs, mais justement, il faut savoir qui fait quoi, puis remettre ça en contact. C'est ça, mettre ça en perspective, là, puis comprendre. Puis après ça, là, tu dis, là, tu es en mesure de référer, puis d'aider, puis de... Fait que, tu sais, ça a l'air simple. Ça a donc l'air simple. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Nous souhaitons remercier nos invités Nathalie Dallaire, Maryse Saint-Amand, Gabrielle Desbiens et Éric Perron. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons à écouter le prochain épisode qui portera sur la cohésion sociale. Merci et à la prochaine! Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.